C'est bon? Vous m'entendez? Ouais, ça va? Assez fort? Je m'entends pas, mais c'est normal. Bon, ça va. Merci. Bah, bienvenue à cette session. Je m'appelle David Pilato. Mon pseudo Twitter, c'est pas le meilleur, mais c'est celui-là, c'est Dadouné, là. Vous pouvez me suivre sur ce compte-là. Je suis développeur chez Elastic, maintenant, c'est le nom de la société. Et je travaille sur le projet Elasticsearch en particulier, les plugins en particulier. Colin, à toi? Bonjour, Colin Surprenant. Alors, je suis développeur chez Elastic aussi et je travaille sur le projet Logstash en particulier. Aujourd'hui, on va avoir besoin de vous pour un moment. On va faire une petite démo avec Twitter. Et donc, on va avoir besoin que vous fassiez un petit peu de bruit sur Twitter en utilisant le hashtag ELK, comme ça. Donc, si vous pouvez tweeter, prendre des photos, c'est encore mieux. En plus, on est payé au tweet, donc c'est sympa. Alors, mon boss est venu vers moi un jour et m'a dit on a pris la photo de Mélenchon, mais il n'y a aucun rapport politique, c'est juste qu'il a un visage super expressif, donc je trouve qu'il est intéressant. Puis pour illustrer un patron, c'était vraiment le meilleur modèle que j'avais. Donc il est venu vers nous, il dit j'ai 3 projets pour toi. Je voudrais comprendre qui sont mes clients. Je voudrais savoir comment ils utilisent notre service ou nos services. Et puis je voudrais en plus savoir ce qu'ils pensent de nous, ce qu'ils disent de nous sur Twitter. Donc ça, c'est vraiment les besoins. Puis il m'a dit, t'as 3 mois pour faire ça. Genre, t'y arriveras jamais. Alors de quoi disposons-nous? On a une application aujourd'hui qui est une application qu'on a développée, on va dire, à la maison. Elle utilise une base de données relationnelle classique. Éventuellement, il y a un petit schéma plus ou moins complexe, mais voilà, c'est ce qu'on a. On a également des logs de production, donc qui peuvent venir de Apache, de NGINX, de la base de données elle-même, enfin, qu'importe. Une application métier. Et puis on a aussi à notre disposition l'API Twitter qui va nous permettre d'écouter ce que les gens disent sur nous. Alors on va vous faire 3 démos. C'est un Tools in Action, donc on est censé faire des démos. On ne va pas faire trop de slides. La première démo qu'on va faire, c'est on va parler de la base de données ici Postgre et comment on va faire pour extraire de l'information de cette base de données. Ça va être un petit peu de live coding. En fait, l'idée, c'est qu'on va s'interfacer et exécuter des requêtes SQL dans la base de données à l'aide d'une application Java qu'on va développer. Et puis, on va faire un accès, on va utiliser Hibernate ici, et faire un accès à la base. Puis ensuite, utiliser un client Elasticsearch pour envoyer nos données dans Elasticsearch. Voilà. Et puis après tout ça, une fois que ça sera dans Elasticsearch, on va essayer de fabriquer un dashboard dans Kibana qui ressemble un petit peu à ça pour montrer ce qu'on a dans notre application CRM. Ça va jusque-là? Impeccable. Donc, la prochaine étape, en fait, on va parler de l'importation des données provenant des logs. On voit que la particularité des logs, en fait, c'est qu'ils ont des tailles, des formats différents. Ils sont dans un état brut, souvent dans un format qui est non structuré, donc du textuel. Alors, il faut trouver une façon de pouvoir extraire l'information, de la rendre structurée pour pouvoir la storer, l'indexer éventuellement. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser l'outil Logstash de la famille des produits d'Elastic et éventuellement storer ça dans Elasticsearch et faire des visualisations avec Kibana. Donc, comme David a dit, on imagine on a des données provenant d'Apache, Nginx, Postgres. Et puis, donc, ces données vont être transmises à des instances de Logstash. On va vous montrer les différentes configurations. Et puis, pour éventuellement être storées dans un cluster ou dans une instance d'Elasticsearch, pour éventuellement pouvoir déboucher dans un dashboard Kibana, comme celui-là. Donc, un peu la même idée avec Twitter. On va prendre Logstash pour pouvoir aller lire le stream, le Firehose ou peu importe le stream de Twitter en temps réel. C'est ce qui se passe présentement. Donc, on a présentement un Logstash qui roule et puis qui accumule les tweets qui ont les différents hashtags comme Elk, Kibana, Logstash, peu importe. Et puis, c'est
c'est ingéré par Logstash et puis envoyé dans une instance Elasticsearch qui roule ici sur le laptop présentement. D'ailleurs, n'oubliez pas de tweeter avec Elk. Hein. N'oubliez pas, on a besoin de vous, donc j'en profite, faites-le surtout. Et puis, encore une fois, on va vous montrer quelle information est-ce qu'on peut visualiser à partir de Kibana et puis de cette information des tweets. Je suis lourd ou si je dis ça dépend de vous et il faut que vous tweetiez avec Elk, ouais, je suis un peu lourd. Bon, ok. Je le refais quand même. Top. Donc, allons-y. Vous m'entendez toujours? Ça va, c'est impeccable. Vous voyez ce que je vois, c'est parfait. Donc là, j'ai en fait une petite application Java, j'ai ma base de données qui tourne déjà. J'ai développé un petit bout d'application. Je voulais pas taper du code Hibernate ici, c'est pas le propos. En gros, ce que je fais, donc j'ai une application main, je crée une instance de ma service Hibernate là. Et puis ce que je fais, c'est que je démarre une transaction et je dis donne-moi tous les objets de ma classe personne qui existent. J'ai fait un page size, je fais ça par paquet de 10 000 ici, donc tous les 10 000, bah, je lis et puis je récupère les résultats. Pour l'instant, j'en fais rien, j'ai juste fait une itération sur ces 10 000 personnes que je récupère à chaque fois. Et tant que j'ai des records, qu'il me reste quelque chose à lire, bah, je continue ma boucle. Pas grand-chose de méchant. Donc maintenant, le but, c'est de rajouter Elasticsearch à tout ça et de dire maintenant, j'ai lu ma base, je dois balancer ça dans Elasticsearch. Première chose à faire, on va modifier le POM. J'espère que vous faites à peu près tous du Java ici. Je sais pas. Bon. Je vais rajouter une dépendance en tout cas sur Elasticsearch. Comme je tape très vite, ça va aller vite. Hop, voilà. Donc j'ai rajouté une dépendance sur le projet Elasticsearch et la dernière version, la version 1.5.0. Je vous ai pas dit, j'ai déjà démarré Elasticsearch tout à l'heure, mais en fait il faut juste télécharger le binaire, enfin le livrable. Juste avoir une version, une JVM, et puis vous démarrez Elasticsearch, et c'est tout ce que vous avez à faire. Dans mon application, maintenant, bah, ce que je dois faire, c'est me connecter à Elasticsearch. Donc pour faire ça, je vais créer un client, Elasticsearch, donc c'est ça, que je vais appeler ES client, ici. Je peux créer différents types de clients dans Elasticsearch. Je peux créer ce qu'on appelle des nodes clients. Ce sont des clients qui rejoignent le cluster Elasticsearch, mais qui agissent en tant que client seul. Moi, généralement, je préfère faire ce qu'on appelle des transports clients. Donc, ils ne sont même pas visibles par le cluster. Ils sont quasiment invisibles pour le cluster. Le transport client, je peux lui passer des settings. Donc là, je vais lui dire... J'avais changé le nom du cluster Elasticsearch, pour ceux qui connaissent. Et j'avais donc mis un nouveau nom de cluster, donc il faut que je lui mette ici. Ça s'appelle cluster.name. Il faudrait que j'enlève ça. Voilà. .name. Et le nom du cluster que j'ai mis, c'est Devox. OK. Maintenant que j'ai créé mon client, il faut que je lui dise quand même sur quelle machine potentiellement il peut se connecter. Où tourne mon cluster Elasticsearch. Donc je ne suis pas obligé de préciser toutes les machines, mais au moins quelques-unes. Là, j'en ai qu'une. Je vais créer donc une adresse de transport. Ça va être une new init socket transport. C'est comme ça. Je dois préciser le hostname et le port. Hostname, je suis en local. Le port par défaut de transport d'Elasticsearch, c'est le 9300. Voilà. Maintenant, j'ai un client. Parfait. Pour injecter dans Elasticsearch, vous pouvez soit faire une opération d'indexation une par une, ou soit envoyer des batchs de 10 000 d'un seul coup, et puis en gros committer le batch d'un seul coup, ce qui est beaucoup plus efficace. Et là, on veut être quand même efficace, parce qu'on veut réinjecter notre base de données, donc c'est ce qu'on va faire, on va créer ce qu'on appelle un bulk processor, c'est une classe qui est toute faite dans Elasticsearch, qui permet vraiment de gérer ça facilement. Donc on va appeler ça un bulk. Comment on fait ça? Je prends bulk processor et j'ai un builder pour ça. Je dois lui passer un client Elasticsearch. Donc ça tombe bien, j'en ai un. Et je dois lui implémenter, enfin lui passer un listener que je vais créer ici directement avec les méthodes qui vont bien. Donc ce listener va être appelé juste avant l'exécution d'un bulk. Donc là je peux loguer, voici le nombre d'opérations que tu vas faire. Bon, on peut y aller. Hein. Logger.debug. Il va exécuter le bulk qui a un ID, et puis going to execute, je ne sais pas combien, de requests.
il faut que je mette les paramètres. Donc le execution ID, c'est l'identifiant de mon bulk, c'est pas très grave. Et puis ici, j'ai la liste de mes requêtes. Donc je peux accéder aux requêtes, mais surtout ce qui m'intéresse ici, c'est le nombre d'actions qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Une fois que ça a été exécuté, after bulk, bah, je peux afficher un petit message qui dit que ça c'est fait. OK. Ça, j'ai pas besoin de ça. Si jamais j'ai eu une exception dans l'exécution du bulk, bah, à ce moment-là, je vais pouvoir afficher ça ici. Et gérer, hein, parce que après vous gérez comme vous avez envie de gérer cette exception, mais moi je veux juste prévenir we have a problem. OK. Et puis mon exception, pourquoi pas. Allez. Ça doit être bon. Donc là, j'ai commencé à préparer mon bulk. Il me manque quelques informations à préciser. Notamment, je souhaite définir quelle est la taille de mon bulk. Ça veut dire toutes les combien d'opérations je veux exécuter et flusher ce bulk vers Elasticsearch. Donc là, c'est ce qu'on appelle le bulk action. Après combien d'actions je dois flusher le bulk. Donc là, je vais mettre 10 000 aussi. J'avais une propriété tout à l'heure, comment elle s'appelle? Page size. Allez, je vais utiliser la même. Je peux lui dire aussi, même si jamais tu n'as pas 10 000 opérations dans ton bulk, tu peux quand même flusher le bulk toutes les 5 secondes, par exemple. Okay, ça vous évitera d'avoir à attendre indéfiniment si jamais vous n'avez pas votre bulk rempli. Donc je vais faire un flush intervalle et je vais dire que j'ai besoin de 5 secondes. Voilà. Je construis cet objet-là. Et voilà, j'ai mon bulk qui est prêt. Alors on fait de l'Elasticsearch. Elasticsearch, il a besoin de connaître vos entités sous forme de documents JSON. Donc je vais utiliser la bibliothèque Jackson, qui est vraiment merveilleuse pour faire ça. Je l'avais déjà importé dans mon projet précédemment. Donc je vais prendre un mapper. New Object Mapper, rien de transcendant ici. Et voilà. Je suis prêt. Maintenant, il faut quand même que je fasse quelque chose avec tout ça. Alors, on va envoyer donc l'objet personne qu'on a récupéré depuis la base de données via Hibernate, donc qui nous a reconstitué un objet personne. Ah oui, je vous ai pas dit, je travaille sur des objets qui sont des personnes, ça c'est mes données marketing. Et donc cet objet personne, ce que je vais faire, je vais utiliser mon mapper Jackson pour écrire le document JSON, générer le document JSON, soit sous forme de tableau de bytes, ou soit sous forme de chaîne de caractères. Le plus efficace dans Elasticsearch, c'est utiliser les bytes. Donc utiliser les bytes, c'est mieux. Si vous voulez utiliser les strings pour faire du debug, utilisez les strings si vous voulez, mais bon, ça sera moins efficace. Là, je vais utiliser les bytes, qu'importe. Et je vais lui passer mon objet personne. OK. Très bien. Ça me génère mes bytes. Que faire avec ça? Ben, j'ai mon client j'ai pas mon client Elasticsearch, j'ai mon bulk. Mon bulk, je peux lui rajouter une requête. Donc je vais lui dire, j'ai une action à exécuter. Et l'action que je veux exécuter, c'est une index request ici. Cette index request, elle va recevoir plusieurs paramètres. Dans quel index je veux écrire? Ça va être mon index qui s'appelle persons, ici au pluriel. Quel est le type de l'objet que je veux écrire? Alors chez Elasticsearch, on a une notion de mapping et de schéma. Donc le type correspond à cette notion de schéma. Et puis, quel est l'ID? Bon, j'ai un ID, il faut que je le transforme en chaîne de caractères. C'est peut-être pas très propre hein, ce que je fais, mais c'est pas grave. Je prends mon ID d'Hibernate ici. Ben voilà, j'ai fini. Ben, on va exécuter ça maintenant. Alors, je vous montre avant, que je ne triche pas quand même. Dans ici mon index, dans mon cluster Elasticsearch, j'utilise Marvel, là, c'est un projet que vous pouvez utiliser vous-même. Je n'ai pour l'instant aucune donnée. Je n'ai pas d'index personne qui existe. Donc il va être créé à la volée quand je vais exécuter mon projet. Si je ne me suis pas planté. Si je me suis planté, il y a une erreur. Ah, merci, évidemment. C'est une bêtise. Je savais bien qu'il manquait quelque chose. Merci beaucoup. Bravo pour ceux qui suivent. Donc effectivement, sur mon index request, ici, il me manque quelque chose. Il faut que je lui donne le source, mon document JSON. Donc j'ai créé mon opération index request, mais il me manque le source. Et ce sont mes bytes. En fait, je suis pas pile en face de l'écran, donc je vois pas quand c'est grisé ou pas grisé. Donc on recommence. On y va.
crée le client Elasticsearch, il lit la base de données, il a trouvé 10 000 personnes. Et vous voyez, là, c'est mes bulks. Mon bulk numéro 1, ça y est, il a exécuté. Mon bulk numéro 2, il a exécuté. Mon bulk numéro 3, etc. Donc vous voyez mes bulks qui arrivent. Si je regarde maintenant dans Elasticsearch ici, effectivement, vous voyez mon nombre total de documents qui augmente là. Donc je suis bien en train de lire ma base et je suis bien en train d'injecter dans Elasticsearch, donc tout va très bien. Alors juste rapidement, pour vous dire, dans ces documents, j'ai le nom de la personne, le sexe de la personne, le nombre d'enfants, puis des données marketing, son adresse, ce genre de choses. Donc je peux faire des recherches un peu plus complexes, du style query, match, pardon. Sur le champ gender, je veux trouver tous les hommes. Voilà, j'ai 54 352 hommes qui correspondent aux critères. Je ne sais pas s'il a fini d'injecter. Oui, il a fini. Voilà, il a fait à peu près 4182 documents par seconde. Bon, il y a le temps de lecture de la base qui est lent. Normalement, Elasticsearch pur, on doit arriver aux alentours des 10 000 documents par seconde ici. Ok, mes informations sont dedans. Je dois maintenant, on a dit qu'on voulait connecter ça avec Kibana pour essayer de comprendre quel est notre dataset qu'on vient d'injecter. Puisqu'après tout, c'est ce que me demande mon manager, il veut des beaux dashboards. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ce que j'ai déjà d'existant. Donc là, c'est ce que j'ai indexé. Vous avez une première visualisation de vos données ici, année par année. Et puis, vous voyez les données dessous. Alors, je peux sélectionner des choses du style, je peux sélectionner le nom de la personne, le sexe, le nombre d'enfants, le pays, la ville, ce genre d'informations. Évidemment, je peux chercher là-dedans. Est-ce que j'ai des Joe? Ouais, j'en ai. Voilà, bon, ce genre de choses. Ce qui est plus sympa, c'est qu'on peut faire des visualisations. Donc, par exemple, je peux faire un petit camembert comme ça. À partir de toutes les personnes que je viens de voir tout à l'heure, j'ai injecté 110 994 personnes ici. Je peux découper ce slice pour avoir ce camembert pour avoir une répartition, par exemple, par sexe. Quelle est la proportion homme-femme que j'ai? Ben voici ici les femmes et voici les hommes. Puis je peux dire, je vais rajouter une nouvelle agrégation là-dessous. Je vais encore découper avec un camembert. Je vais refaire une terms agrégation. Et cette fois, je vais répartir par pays. OK. Donc ici, ce sont les hommes par pays. OK. Et puis après, je vais dire, je vais en faire une autre. Et je vais encore découper les slices. Et cette fois, je vais avoir une répartition par ville. OK. Donc voici les hommes vivant ici en France et ici à où ça? Nantes, Paris, Cergy. Puis évidemment, encore une fois, si je cherche là-dedans pour des Joe, là voici mes Joe dans les pays, etc. Vous avez compris? Ça va, cool. Je peux sauvegarder cette visualisation, j'en fais plein d'autres, et après je peux fabriquer mon dashboard. Donc mon dashboard, je rentre dans le dashboard ici, je rajoute les visualisations que je veux, que j'avais déjà préparées, par sexe par exemple, par année. Bon, je vais pas rentrer, je peux en faire. Là, j'en ai pas. Par année de naissance. Voilà, ce genre de choses. Donc, et puis après, je mets mon dashboard en forme comme j'ai envie, pour faire plaisir à mon manager. Voilà, vous avez compris, je peux faire des trucs comme ça. Bref. Je m'amuse avec tout ça. Je peux sauvegarder mon dashboard et puis je peux aller revoir mon manager en lui disant, tiens, au fait, ça y est, j'ai fait une première partie du travail. Ben, voici ici la répartition de mes individus par année de naissance. Ici, la répartition homme-femme par année de naissance aussi. Homme-femme ici globalement, par pays et par ville, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis la liste des personnes qui correspondent. Si je suis intéressé par les femmes qui sont nées dans les années 70 et qui vivent, je ne sais pas où, en France, plutôt du côté de Cergy, tiens, j'habite là-bas, ça tombe bien. Ben voilà, en fait, elles sont là. J'ai refait Mythique, hein, c'est super. Donc ça, c'est le premier exercice. Voilà, on a récupéré, ça y est, notre base de données SQL. Et puis maintenant, on aimerait bien faire un petit peu autre chose. On voudrait bien faire aussi des trucs avec nos logs. Parce que notre admin nous a demandé ça. Notre boss, pardon. Puis il est en colère. Donc, pour l'exemple ici, nous allons utiliser des logs de Nginx. Donc, je vais commencer par peut-être juste vous introduire rapidement Logstash. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Logstash, c'est vraiment un outil qui permet de transporter du data d'une source à une destination et puis de pouvoir filtrer ce data, de l'enrichir, etc., d'extraire l'information.
Donc, c'est un outil habituellement qui roule de façon continue sur du data en streaming. Ça peut être aussi utilisé pour juste processer du data statique si au besoin. Donc, allons dans la configuration d'Nginx. OK. Donc, ici en commentaire, au haut, vous voyez en fait un log Nginx qui est en JSON. Donc, on voit ici que l'information Nginx est déjà structurée. Donc, c'est pas du plein texte, c'est du JSON. Donc, on a déjà des fields. Et puis, si je dis, voilà, je monte. Donc, on a la configuration Logstash ici. Donc, Logstash a 3 étapes, en fait, qui sont configurables. L'input, le filter pour les filtres et l'output. Donc, l'input, ici, on a tout simplement, on va utiliser standard in. Donc, pour la démo, pour l'exemple, on va tout simplement utiliser cat pour envoyer un fichier de log dans Logstash. Et puis, on a la notion de codec, en fait, qui permet d'encoder ou de décoder le type de data. Donc, c'est tout simplement pour séparer le décodage, le format du transport. Donc, le transport, dans ce cas-ci, c'est standard in, mais ça pourrait être TCP, ça pourrait être UDP, ça pourrait être peu importe. Donc, ensuite, on a des filtres. Et puis, ici, donc, un des gros problèmes, en fait, avec les logs, c'est aussi l'hétérogénéité des dates. Donc, les dates sont représentées de toutes sortes de façons. Donc, on a un filtre qui s'occupe juste de ça, de pouvoir uniformiser les dates qu'on reçoit des logs. Dans ce cas-ci, c'est un format, dans Nginx, c'est un format qui est ISO 8601. Donc, tout de ça va être créé, donc, une date, un objet date à l'intérieur de Logstash, de l'événement lui-même. Et puis, à partir de là, on va pouvoir générer un format qui nous plaît là, dans l'output, dépendamment du type d'output. Donc, ces événements, ces logs, ensuite de ça, on va vouloir enrichir avec GeoIP, donc de pouvoir déterminer la localisation de l'événement selon l'adresse IP. Donc, on utilise un filtre qui s'appelle GeoIP pour ça, qui utilise une base de données de localisation par adresse IP. Et puis, même principe pour le user agent. Donc, à ce moment-là, on va utiliser le filtre user agent qui va pouvoir déterminer, en fait, selon la string HTTP user agent, de pouvoir aller déterminer quelle est l'information précise par rapport à ça. Ouais, quel est l'OS, par exemple? Quel type de browser? Quel type de browser, quel type d'OS, exact. On va pouvoir voir un exemple. Et puis ensuite, au niveau de l'output, pour l'exemple, ici, on va utiliser standard out, donc pouvoir le visualiser à l'écran. Mais sinon, en commentaire, on voit qu'on peut envoyer ça directement dans Elasticsearch avec le protocole HTTP dans ce cas-ci. Ça aurait pu être le protocole transport ou Node. On préfère HTTP habituellement à partir de Logstash. Donc, un exemple. Donc, en fait, ici, on voit qu'on a des logs qui ont été les logs qu'on a déjà processés, parce qu'en fait, il y en a vraiment beaucoup, donc ça peut prendre du temps. Je vais prendre les 2 premiers logs, donc head-2, qu'on envoie, donc pipe, dans Logstash. Et puis, Logstash utilise le fichier de configuration qu'on vient de voir. Ce sont les vrais logs d'Elasticsearch, en fait, notre service de download. C'était intéressant de voir à peu près qui download les services Elasticsearch, donc c'est ce qu'on a fait. Donc ici, on exécute, on exécute Logstash comme ça une seule fois avec ces deux lignes-là. Donc évidemment, il ne fonctionnera pas en continu, il va juste traiter ces deux lignes-là. Donc on voit, je remonte ici. Donc, la première ligne. Donc, la première ligne, en fait, on voit que, on a les différents champs été extraits de chacun des logs. On a le Time Machine Host. Ce qui est intéressant, en fait, ça va être dans la 2e log, on a l'information de GeoIP. Donc, selon l'adresse IP, ici, on voit qu'on a au niveau du country, donc le pays, la région, la ville, latitude, longitude, etc. Donc, et puis au niveau du user agent, encore une fois, on a réussi à déterminer que c'était sur Debian. Puis bon, dans les autres champs, il n'y a pas d'information. Donc ça, c'est la démonstration en fait de Nginx. Donc là, on a déjà processé nos logs et donc on peut les regarder du coup dans Kibana. Donc ce qu'on a fait ici.
Donc on avait processé à peu près 5 millions de lignes pour une journée de log. C'était le 1er avril. Un hasard, j'ai pris cette date. Et donc voilà, on a fait des petits dashboards comme ça qui représentent ici la distribution par continent puis par pays. Donc ici on voit l'Amérique du Nord, les États-Unis beaucoup, et puis un petit peu tiens, le Canada, c'est bien. Et puis en Europe, c'est pareil, distribution par pays, etc. Des calculs de moyenne, quelle est la moyenne globale du download, enfin d'une simple ligne, en fonction de ce qu'on a dans les logs. Ici, c'est juste une vision purement sur la France. C'est une autre requête qui est exécutée, c'est pas sur tout, c'est seulement sur la France. On voit la distribution au cours de la journée en fonction de la ville. Voilà ce que vous voyez. Donc ici, par exemple, c'est Paris, Nantes, etc., etc. Ça vous donne ces informations. On peut avoir des informations de géolocalisation, donc là, un petit peu dans le monde. Voilà, à peu près à cet endroit-là, il y avait 203 704 requêtes qui sont exécutées à peu près dans cette région-là. Et là, juste en France, pareil, le même style de requête. Et puis les logs en question. Donc on peut aller voir, tiens, je vais aller voir seulement en Europe. Ok, et puis en Europe, qui est-ce que j'ai? J'ai la France, c'est pas mal, on est pas mal placé en France. Hein, on est 4e downloader pour cette journée-là. C'est pas mal. Si on va voir ce qui s'est passé. Tiens, hop, voilà. Ben voici à peu près les requêtes qu'on a. On a pas mal d'Elasticsearch. Je pense qu'on doit avoir du Logstash aussi, peut-être. Ah oui, un petit peu de Logstash Forwarder ici, etc. Donc voilà, on a injecté nos logs. Ça, c'est le principe. C'est ce qu'on voulait faire. Et tu veux chercher quoi? Logstash? Est-ce que tu travailles sur Logstash? Ah non, ton écran. Ah oui, oui, c'est que j'ai un clavier français, hein, désolé. Donc là, sur Logstash, tac, je sais pas si c'est exécuté. Ouais, voilà. Ici, on doit avoir que des requêtes Logstash. Et avec une distribution différente au cours de la journée par ville. Voilà. On peut en tirer des enseignements. Il faut qu'on fasse le dernier cas maintenant, parce qu'il nous reste 4 minutes. Donc on enchaîne avec Twitter. Voilà. Donc un peu le même principe ici avec la configuration Logstash pour Twitter. Donc on a un input qui est Twitter, donc ça tombe bien, on n'a qu'à configurer en fait les clés pour pouvoir accéder à l'API de Twitter. Et puis ensuite de ça, de déterminer les mots-clés, les keywords qu'on veut suivre sur le fil Twitter, donc qui utilise le fil public qui appelle le sample feed de Twitter, qui représente 10% de 1% ou 10%? Non, c'est 10%. Non, là c'est pas le sample, c'est tout. Ah non, c'est ça, c'est filtré, les keywords, oui, c'est ça. Mais ils mettent à 1%, je pense. Donc si vous mettez le mot Devox, ça va apparaître dans les tweets. Donc, dans ce cas-ci, Twitter nous donne du JSON encore. On n'a pas besoin de filtre. On va garder l'événement tel qu'il est, donc le data de Twitter tel qu'il est. Et puis, on l'envoie ici, dans ce cas-ci, on utilise sur StandardOut un codec qui s'appelle DOTS. Donc, il va juste imprimer des points. Ça nous permet de suivre l'évolution à l'écran. Puis, on utilise l'output Elasticsearch pour pouvoir l'indexer. Donc, on va voir dans l'index Twitter, voilà, ici. Donc là, c'est rafraîchi toutes les 5 secondes. On regarde la dernière heure. On voit ce qui se passe. Donc là, c'est pareil. On voit nos tweets dans le monde, la répartition par heure, qui tweet le plus, à propos de quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde Elk. Ah, là, c'est pas le cas. Mais tout à l'heure, quand on faisait la démo, souvent, on voit hunting avec. Parce qu'il y a beaucoup de chasseurs aux États-Unis, puis à cette heure-là, ils sont réveillés. Donc, ils marquent hunting, elk. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc dans ce cas-là, je vais faire l'exemple avec ce mot-là, par exemple. En fait, on sélectionne celui-là. Donc pour, Chaopolite, c'est celui-là. Pour faire un filtre. Et puis après, je le supprime. Je dis, non, celui-là, je veux pas le voir. Donc je les vois tous, sauf celui-là. Donc ce qui est intéressant, ça me permet de filtrer tout ce qui est en rapport avec la chasse, parce que c'est pas ce que je veux voir ici. C'est Elk River ici. Elk River, ouais. Donc c'est pareil, si je veux supprimer celui-là, hop, je le fais, tac. Et c'est bon. Donc je ne sais pas si vous vous reconnaissez ici ou pas, là-dedans, mergé dans la stack ELK avec DevoxFR. Donc bravo Yann, je ne sais pas où tu es, mais c'est très bien. Tu as tweeté, c'est super. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il nous reste 1 minute, donc ça tombe très bien pour nos conclusions. Donc vous vous rappelez, mon patron m'avait dit que j'avais 3 mois. Nous avions 3 mois pour faire ça. En fait, on l'a fait en 30 minutes. Donc, en fait, je ne vais pas lui annoncer.
J'ai pas envie de lui annoncer ça, mais à la place, je vais garder mes 3 mois et je vais contribuer à des projets open source, comme ça. Je vais buller, non pas buller, contribuer à des projets open source. Donc on vous invite très fortement à nous rejoindre et puis à venir contribuer à ces projets-là. Donc Elasticsearch, Logstash, les plugins Logstash et Kibana également. Et je crois qu'on est à court de temps, donc il nous reste juste 1 minute pour des questions et des réponses. Vous avez nos comptes Twitter si vous voulez nous suivre. Il y a des autocollants de vent si vous voulez en récupérer. Et puis si vous avez des bonnes questions, rapidement, on a quelques goodies. C'est une syntaxe Logstash. Au niveau du fichier de configuration, ça ressemble un petit peu à du Ruby, ça ressemble un petit peu à du JSON, mais c'est Logstash. Je t'en voulais pas pourtant. Hein. Raté. J'en ai d'autres. Donc, on me demande comment on définit l'input Twitter. En fait, il y a un plugin. Donc, Logstash utilise une architecture de plugin. Donc, il y a un plugin Twitter, l'input Twitter. Et puis, tout simplement, dans le fichier de configuration, on met ces clés au hot pour pouvoir accéder au stream de Twitter. Et puis les mots-clés qu'on veut suivre, tout simplement. Il suffit d'aller dans l'interface développeur Twitter et puis on crée notre application et il nous donne automatiquement ces 4 clés. Il y a juste à les renseigner là-dedans. Une question au fond ? Comment on gère si le logger veut renommer le fichier de log? En fait, on a un input qui est un file input qui va suivre des fichiers puis qui est assez intelligent pour pouvoir déterminer les rotations de fichiers au niveau des différents fichiers. Donc, s'il y a plusieurs fichiers qui sont en rotation, qui sont effacés, un nouveau fichier qui est créé, il va tenir compte de tout ça. Voilà, on est à court de temps. Demain, Colin fera un talk demain après-midi sur Logstash. On a un BOF demain soir et on a un workshop vendredi. Donc venez nombreux au workshop aussi. Venez manipuler Logstash. Merci de votre attention.